Plus de 100 blessés après qu'un missile iranien a frappé près d'un site de données nucléaire israélien. Il y avait eu Dimona le samedi soir, et maintenant, il y avait Arad. 2 villes du désert du Negev, 2 nuits consécutives. 2 impacts de missiles balistiques iraniens dans la zone la plus sensible géographiquement et stratégiquement de tout le territoire israélien. La nuit du 21 au 22 mars 2026, un missile balistique iranien a percé les défenses aériennes israéliennes et s'est abattu sur un immeuble résidentiel dans la ville d'Arad, à quelques kilomètres seulement du centre de recherche nucléaire du Negev de Dimona. Au moins 100 personnes ont été blessées dans cette seule frappe. Les équipes de secours ont travaillé jusqu'à l'aube pour déblayer les décombres, sécuriser les zones potentiellement minées par des munitions non explosées et évacuer des civils dont certains avaient été projetés par le souffle de l'explosion à travers les vitres soufflées de leur appartement. L'image d'un bus dont le pare-brise avait explosé sous l'onde de choc résume mieux que n'importe quel communiqué militaire ce que vivent les populations civiles dans cette 4e semaine d'une guerre que leur gouvernement leur avait promise, brève et décisive. Trump a répondu à cette nuit de missiles sur le Negev avec une publication sur Truth Social qui a immédiatement dominé toutes les unes de la presse mondiale. Si l'Iran n'ouvre pas pleinement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, à compter de ce moment précis, les États-Unis d'Amérique vont frapper et détruire les différentes centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. Merci de votre attention. Ce n'est pas la première fois que Trump publie des ultimatums sur ses réseaux sociaux, mais la précision de celui-ci, le délai de 48 heures, la liste de cibles nommées, les centrales électriques, dans un ordre déterminé par leur taille, constitue quelque chose de qualitativement différent des menaces rhétoriques habituelles. C'est un calendrier, c'est une cible, et c'est une promesse que l'ensemble de la presse internationale s'est mis à commenter, analyser et compter à rebours à la seconde où elle a été publiée. Pour comprendre pourquoi cette menace sur les centrales électriques iraniennes est d'une nature particulièrement grave et pourquoi sa formulation même dit quelque chose sur l'état de désespoir stratégique de l'administration américaine, il faut d'abord comprendre ce que détruire les centrales électriques d'un pays de 90 millions d'habitants signifie concrètement. Une centrale électrique n'est pas une installation militaire dans le sens conventionnel du terme. C'est une infrastructure civile essentielle dont dépend la survie de populations entières. Couper l'électricité d'une ville iranienne en hiver, c'est couper le chauffage, c'est couper les pompes à eau, c'est éteindre les hôpitaux s'ils ne disposent pas de générateurs de secours, c'est arrêter les dialyses rénales, les soins intensifs, les respirateurs artificiels. La menace de frapper les centrales électriques iraniennes est donc, dans le vocabulaire du droit international humanitaire, la menace d'une attaque sur des infrastructures civiles vitales dont les effets toucheraient principalement la population iranienne ordinaire, pas ses soldats. Et c'est précisément pour cela que cette menace, si elle est mise à exécution, constituerait une violation des conventions de Genève qui interdit d'utiliser la famine, la privation d'eau ou la privation d'électricité comme arme de guerre contre des civils. L'Iran a répondu à cet ultimatum avec la cohérence doctrinale qui le caractérise depuis 24 jours. Si vous frappez nos centrales électriques, les conséquences concerneront le monde entier. Cette formulation est désormais familière dans la bouche des responsables iraniens depuis les premières semaines du conflit. Elle ne dit pas « je vais vous frapper vous ». Elle dit « le monde entier paiera ». Et dans le contexte d'un détroit d'Ormuz encore partiellement sous contrôle iranien, d'une ras Laffan dont les réparations prendront selon certaines estimations 5 ans, d'une raffinerie de Haïfa qui a brûlé 2 fois, d'une raffinerie saoudienne de Samref touchée, de réservoirs de carburant à l'aéroport de Dubaï qui ont pris feu, cette formulation n'est pas creuse. Elle repose sur des précédents documentés dans les 23 jours précédents. La 4e semaine de cette guerre s'ouvre donc sous le signe de 2 dynamiques simultanées et contradictoires. D'un côté, Trump durcit sa position avec un ultimatum chiffré sur les centrales électriques, ce qui dit qu'il n'a pas obtenu l'ouverture d'Ormuz par les frappes des 3 premières semaines et qu'il cherche une nouvelle forme de pression. De l'autre, l'Iran continue de frapper, non pas avec la même intensité qu'au premier jour de la guerre, mais avec une régularité qui dit que sa capacité de tir, bien que dégradée selon les propres admissions de ses adversaires, n'a pas été neutralisée. Un missile balistique qui détruit 100 appartements à Arad au 23e jour d'une campagne censée avoir réduit les capacités balistiques iraniennes de 95% n'est pas le résidu d'un arsenal épuisé. C'est la démonstration que 5% d'une capacité initiale très importante reste encore une capacité de frappe significative. Le correspondant de Fox News à Arad, debout devant l'immeuble éventré dont les appartements avaient été totalement détruits par le souffle et les éclats, a noté avec une franchise inhabituelle pour cette chaîne que ce qu'on voyait confirmait la capacité iranienne à frapper quand et où les gardiens de la révolution le décidaient.
Pas que l'armée américaine et israélienne avaient échoué à les en empêcher, que l'Iran avait choisi de frapper. Cette distinction est capitale. Dans la rhétorique du conflit, l'adversaire qui choisit son timing, sa cible et son mode d'action opère depuis une position de maîtrise. Un pays en déroute ne choisit pas, il survit. L'Iran, au 23e jour, choisit encore. La signification géographique de la frappe sur Arad s'ajoute à celle de la frappe sur Dimona la veille pour former un message que les Iraniens n'ont pas besoin de formuler verbalement parce que la géographie le dit à leur place. Arad est à moins de 15 km du centre de recherche nucléaire du Negev. Dimona est à 20 km de ce même centre. 2 missiles iraniens en 2 nuits consécutives ont frappé dans un rayon de 20 km autour de l'installation nucléaire la plus sensible d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence de trajectoire, c'est une démonstration cartographique. Elle dit « Nous savons où est Dimona. Nous pouvons frapper à 20 km. Nous pouvons frapper à 15 km. La prochaine fois, les coordonnées peuvent être ajustées. Cette gradation géographique des frappes autour d'un point sensible est une technique de pression psychologique que les stratèges militaires reconnaissent immédiatement. On resserre le cercle. On montre la précision. On laisse l'adversaire calculer la suite. Netanyahou était à Arad ce matin-là. Il s'était rendu sur les lieux dévastés. Il avait été interviewé par le correspondant de Fox News. Ses déclarations, prononcées devant les décombres de cet immeuble dont les 100 blessés étaient encore en cours de prise en charge dans les hôpitaux de la région, étaient celles d'un homme qui sait que les images derrière lui sont une publicité désastreuse pour la thèse de la victoire en cours. Il a promis de continuer à frapper l'Iran. Il a parlé de succès systémique et stratégique. Il a dit que les opérations allaient s'intensifier considérablement dans les prochains jours. Mais il était debout devant un immeuble éventré à Arad, à 23 jours du début d'une guerre dont la durée prévue était de 72 heures. Et le missile qui avait causé cette destruction n'avait pas été intercepté. L'ultimatum de Trump sur les centrales électriques mérite d'être confronté aux réalités opérationnelles de la situation iranienne pour mesurer ce qu'il peut réellement accomplir. L'Iran possède environ 140 centrales électriques de différentes tailles, des grandes centrales thermiques au gaz naturel, aux petites unités hydroélectriques dispersées sur son territoire de plus d'1 600 000 km². Sa production électrique repose principalement sur le gaz naturel, dont une grande partie transite par South Pars, déjà endommagé. Frapper les principales centrales électriques iraniennes, comme Trump le menace, nécessiterait des dizaines de frappes de précision simultanées pour avoir un effet systémique. Un pays aussi vaste que l'Iran a une résilience électrique naturelle liée à sa géographie. Il n'est pas possible d'éteindre l'Iran entier en frappant 1 ou 2 grandes centrales. Et si les frappes y sont graduelles, comme le suggère la formulation en commençant par la plus grande, l'Iran a le temps de basculer ses réseaux, de rerouter son alimentation, de prioriser les usages critiques. Ce que cette menace ferait concrètement, c'est aggraver les conditions de vie de la population civile iranienne. Et cette aggravation dans l'histoire de tous les conflits qui ont utilisé la privation d'électricité comme levier produit davantage de résistance nationale que de capitulation. Les missiles iraniens tirés vers la base de Diego Garcia dans l'océan Indien le week-end précédent constituent l'autre révélation de ce 23e jour qui mérite toute l'attention des analystes militaires et géopolitiques. 2 missiles balistiques à portée intermédiaire, capables d'atteindre une cible à 4000 km. Cette distance avait sidéré Washington et le monde entier pour une raison simple. Sous le régime du JCPOA de 2015, l'Iran avait officiellement déclaré ne pas développer de missiles d'une portée supérieure à 2000 km. La révélation que l'Iran possède des missiles capables d'atteindre 4000 km, c'est-à-dire Diego Garcia, c'est aussi Rome, Munich, Paris, Berlin, Oslo, Varsovie, qui entrent dans le rayon d'action théorique de ces armes. Ce que le journaliste de Fox News au plateau a noté devant sa carte avec une gravité inhabituelle pour un présentateur de cette chaîne est juste, les capitales européennes qui ne disposent pas de système d'interception antibalistique comparable à celui d'Israël se trouvent maintenant dans le périmètre d'une capacité de tir que l'Iran n'avait jamais publiquement admis posséder. Cette révélation de la portée réelle des missiles iraniens change le calcul européen sur ce conflit. Jusqu'ici, les gouvernements européens regardaient cette guerre depuis une distance géographique et stratégique qui leur permettait de condamner, de proposer des moratoires, de refuser d'envoyer leurs navires dans le détroit d'Ormuz. Si l'Iran dispose de missiles qui peuvent théoriquement atteindre les capitales européennes, la distance géographique se réduit considérablement. Ce n'est pas une menace imminente. L'Iran n'a aucune raison stratégique de frapper Paris ou Berlin qui ne sont pas ses adversaires dans ce conflit. Mais la révélation de cette capacité change le paysage de la dissuasion.
Elle dit que l'Iran, s'il se sentait acculé, si la guerre prenait des proportions encore plus extrêmes, possède des outils dont l'existence même redessine la géographie de la vulnérabilité en Eurasie. L'Arabie saoudite, pendant ce temps, avait commencé à expulser les ressortissants iraniens de son territoire, selon les informations qui circulaient en fin de journée du 22 mars. Cette décision, si elle est confirmée dans son ampleur, marque une rupture supplémentaire dans les relations saoudo-iraniennes qui avaient été laborieusement normalisées en 2023 avec la médiation chinoise. Elle dit que Riyad, après des semaines de prudence calculée, après avoir absorbé des frappes iraniennes sur ses raffineries et ses infrastructures logistiques sans réagir officiellement, commence à choisir formellement son camp. Ce positionnement saoudi, que beaucoup attendaient depuis le début du conflit, est porteur de conséquences importantes pour la dynamique régionale et pour la question de l'ouverture d'Ormuz. Une Arabie saoudite qui expulse des Iraniens et qui s'aligne publiquement avec Washington est une Arabie saoudite dont les propres installations énergétiques deviennent des cibles encore plus légitimes dans la doctrine de représailles iraniennes. La protection des pays du Golfe est l'autre question centrale que le 4e jour de cette guerre soulève avec une acuité nouvelle. Le correspondant de Fox News a donné la réponse la plus honnête qu'un média américain puisse donner sur ce sujet. Non, il n'y a pas suffisamment de protection pour ces pays et leurs infrastructures énergétiques. La semaine précédente, l'Iran avait ciblé Ras Laffan au Qatar, le plus grand site de GNL du monde, réduisant de 17% sa capacité d'exportation. Il avait touché des réservoirs de carburant à l'aéroport de Dubaï. Il avait frappé la raffinerie saoudienne de Samref. Il avait visé des installations koweïtiennes. Et maintenant, sa menace portait aussi sur les installations de dessalement qui fournissent l'eau potable à des pays du Golfe dont la géographie aride rend cette dépendance absolument existentielle. Couper l'eau dans un pays du désert n'est pas une abstraction stratégique. C'est une menace de mort directe pour des millions de personnes. Cette vulnérabilité des pays du Golfe est précisément ce que l'Iran instrumentalise dans sa stratégie de pression globale. Il n'a pas besoin de frapper Washington directement, il n'a pas besoin d'envoyer des missiles sur New York, il lui suffit de maintenir la pression sur les États dont les économies sont entièrement dépendantes de leurs exportations énergétiques pour que ces États fassent à leur tour pression sur leurs protecteurs américains. Cette chaîne de pression indirecte est plus efficace et moins risquée pour l'Iran qu'une confrontation frontale avec les États-Unis. C'est la guerre asymétrique dans sa forme la plus sophistiquée. Ne pas combattre l'adversaire là où il est fort, mais créer une douleur diffuse qui remonte dans la chaîne des alliances jusqu'aux décideurs politiques en bout de chaîne. L'ultimatum de 48 heures de Trump sur les centrales électriques a créé un phénomène de décompte médiatique mondial dont les effets politiques le sont difficiles à maîtriser. Quand un président publie un délai chiffré sur ses réseaux sociaux, il crée une attente que les marchés, les médias et les gouvernements commencent immédiatement à monitorer. Si le délai expire et que rien ne se passe, la crédibilité de la menace s'effondre. Si le délai expire et que les centrales iraniennes sont effectivement frappées, les conséquences humanitaires et économiques de ces frappes deviennent immédiatement la propriété narrative de Trump. Il ne pourra pas prétendre ne pas les avoir voulues. Il les aura annoncés avec 48 heures de préavis, par écrit, publiquement, en demandant à son public de faire attention. Cette publicité de la menace est à double tranchant. Elle maximise la pression psychologique sur l'Iran dans le court terme. Elle maximise aussi la responsabilité américaine dans les conséquences civiles des frappes si elles ont lieu. L'Iran a regardé ce décompte avec la sérénité d'un pays qui a survécu à 23 jours de bombardement et qui sait que la menace suivante, quelle qu'elle soit, n'est que la prochaine dans une série qui a commencé le 28 février sans produire la capitulation espérée. La question pour Téhéran n'est pas « est-ce que Trump va frapper nos centrales ?» La question est « est-ce que frapper nos centrales va produire quelque chose de différent de ce que les 7000 frappes précédentes ont produit ?» Si la réponse est non, l'ultimatum est un bluff. Si la réponse est oui, l'Iran a déjà identifié ses cibles de représailles énergétiques dans le Golfe et les a incluses dans ses plans opérationnels. C'est la logique de la destruction mutuelle assurée dans sa version non nucléaire mais économique et énergétique. Tu frappes mes centrales, je frappe les tiennes. Et les tiennes s'appellent Saudi Aramco, ADNOC, Qatar Energy, Kuwait Petroleum. Les 20 pays qui se sont dit prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, annoncé dans les déclarations américaines de ce 23e jour, méritent la même lecture critique que toutes les affirmations précédentes sur les coalitions qui se constituaient. L'expérience des 3 semaines précédentes a montré que se déclarer prêt à contribuer n'est pas la même chose qu'envoyer des navires. La France avait maintenu sa posture défensive en Méditerranée orientale, malgré toutes les pressions.
le Royaume-Uni avait envoyé des signaux confus. Le Japon et la Corée du Sud avaient évité les engagements fermes. Et maintenant, 20 pays, dont la plupart n'ont pas été nommés, se diraient prêts. Dans quel délai? Avec quels moyens? Sous quel commandement? Dans quelles conditions d'engagement face aux menaces iraniennes dans le détroit? Ces questions sans réponse transforment les 20 pays prêts en une déclaration d'intention politique dont la valeur opérationnelle reste entièrement à démontrer. Ce que l'Iran a accompli dans cette 4e semaine de guerre qui commence, c'est quelque chose de plus important que les dommages militaires infligés à Arad ou les révélations sur ses missiles à 4000 km. Il a réussi à placer le monde entier dans une posture d'attente angoissée de sa prochaine décision. Trump publie des ultimatums. L'AIEA demande la retenue. Le G7 condamne. Les 20 pays se disent prêts. Les marchés montent. Les prix du gaz augmentent. Les compagnies aériennes calculent leur surcoût en milliards. Et tout ce monde attend de voir ce que l'Iran va décider de faire dans les 48 heures suivant le tweet du président américain. Cette capacité à être le centre de toutes les attentions, à être l'acteur dont la décision définit la dynamique du conflit et la définition même du levier stratégique. L'Iran n'est pas un acteur qui subit, c'est un acteur qui décide. Et la puissance militaire la plus grande de l'histoire humaine est en train d'écrire des ultimatums sur ses réseaux sociaux en attendant sa réponse. Il reste à parler de ce que cette 4e semaine dit sur les populations civiles des deux camps, parce que la guerre a tendance à réduire les êtres humains à des statistiques dans les communiqués militaires et à les faire réapparaître dans toute leur réalité dans les images des reporters sur le terrain. À Arad, 100 personnes blessées, des appartements éventrés, un bus au pare-brise soufflé, des familles évacuées dans la nuit. En Iran, plus de 1800 civils morts depuis le 28 février, des musées en ruine, un palais inscrit à l'UNESCO endommagé, des enfants morts dans une école de Bandar Abbas dans les premières heures de la guerre. Ces deux réalités coexistent. Elles ne s'annulent pas mutuellement. La souffrance iranienne n'efface pas la souffrance israélienne, mais leur asymétrie dans les bilans humains dit quelque chose sur la nature de ce conflit que les communiqués officiels des deux camps refusent d'articuler clairement. Il y a des civils israéliens qui souffrent. Il y a infiniment plus de civils iraniens qui meurent, et cette proportion dit qui est la puissance qui bombarde et qui est la puissance qui résiste. Trump a 48 heures pour montrer que son ultimatum n'est pas creux. L'Iran a 48 heures pour décider si ouvrir Hormuz vaut les concessions que cette ouverture implique. Et le monde entier a 48 heures pour regarder si cette guerre va franchir un nouveau seuil ou si quelque chose, une médiation, une négociation discrète, une fatigue mutuelle, va permettre de décompresser avant la prochaine escalade. À Arad, les équipes de déblayage travaillent encore parmi les décombres. À Téhéran, les gardiens de la révolution préparent leurs prochaines décisions dans des salles souterraines dont les coordonnées sont inconnues des satellites adverses. Et dans le désert du Neguev, à quelques kilomètres des deux impacts de missiles consécutifs, le centre de recherche nucléaire de Dimona continue de fonctionner dans l'ombre, comme il le fait depuis 60 ans, gardant ses secrets sous le sable. Il faut maintenant analyser ce que l'ultimatum des 48 heures révèle sur la pensée stratégique de Trump à ce stade du conflit, parce que cette publication n'est pas un accident de communication. C'est une décision calculée qui dit quelque chose sur l'état d'esprit de la Maison-Blanche au 23e jour. Trump a compris que les frappes militaires seules ne produisent pas la réouverture d'Ormuz. Il a compris que l'Iran continue de frapper malgré 3 semaines de bombardement. Il a compris que ses alliés ne se pressent pas pour envoyer leurs navires dans le détroit. Et il a décidé de changer de registre en passant des frappes militaires à la menace de destruction économique massive via les centrales électriques. Cette escalade du type de cible des installations militaires vers les infrastructures civiles critiques est exactement ce que la proposition de moratoire européenne cherchait à éviter. Et l'Iran l'a bien compris en disant immédiatement que les conséquences concerneraient le monde entier. La pression domestique américaine continue de monter en parallèle de cette escalade des menaces. Des républicains modérés et des libertariens dans la coalition de Trump commencent à poser des questions que le caucus MAGA ne peut plus simplement faire taire. La guerre coûte 200 milliards de dollars selon la demande de financement transmise au Congrès. Elle coûte 2 milliards de dollars par jour selon les estimations indépendantes. Elle a tué au moins 12 soldats américains confirmés et en a blessé 170 autres. Elle fait flamber les prix de l'essence de 1 dollar par gallon en moins d'un mois. Et maintenant, Trump envisage de frapper les centrales électriques iraniennes. Une action qui provoquerait une crise humanitaire dans un pays de 90 millions de personnes et une réponse iranienne dont les effets sur les économies mondiales seraient incalculables. Quelques élus républicains commencent à demander qui a autorisé cette guerre constitutionnellement.
La pression de la rue américaine, qui se manifeste dans des sondages de popularité en baisse et dans des conversations quotidiennes sur le prix de l'essence, commence à rejoindre la pression institutionnelle du Congrès. La révélation des missiles à 4000 km de portée est peut-être la vraie bombe stratégique de ce 23e jour, au-delà même des 100 blessés d'Arad ou de l'ultimatum sur les centrales. Pendant 20 ans, les négociateurs du JCPOA, les analystes du renseignement occidental, les responsables de la non-prolifération avaient travaillé sur la base d'une conviction partagée. L'Iran ne disposait pas de missiles d'une portée supérieure à 2000 km. Cette conviction permettait de tracer une carte mentale des menaces iraniennes qui excluait l'Europe continentale du cercle des pays directement menacés. L'Europe pouvait regarder les tensions au Moyen-Orient avec une certaine distance. Elle était concernée économiquement par le pétrole et le gaz. Elle était concernée diplomatiquement par la stabilité régionale. Mais elle n'était pas dans le rayon de tir iranien. Cette conviction vient de s'effondrer. 2 missiles tirés vers Diego Garcia, à 4000 km de l'Iran, dont les tirs ont été confirmés, même si leur destination finale est contestée, ont redessiné la carte de la vulnérabilité eurasiatique. Rome est à 3500 km de Téhéran. Munich à 4000 km. Paris à 4500 km. Ces villes entrent dans le rayon d'action théorique de missiles iraniens dont l'existence vient d'être prouvée. Elles n'entrent pas dans un rayon de menaces crédibles à court terme. L'Iran n'a aucune raison stratégique de frapper ses capitales, mais la simple connaissance que ces missiles existent, que l'Iran les possède, que les données du JCPOA sur la limitation des portées de missiles étaient erronées ou délibérément fausses, change le calcul stratégique européen d'une façon que les gouvernements commencent à intégrer avec une inquiétude qui n'était pas présente il y a 72 heures. Pour Netanyahou, debout devant les décombres d'Arad en ce matin du 22 mars, cette réalité des missiles à 4000 km est à double tranchant. D'un côté, elle justifie rétrospectivement la décision d'attaquer l'Iran. Si l'Iran développait en secret des missiles capables d'atteindre l'Europe tout en prétendant le contraire dans le cadre du JCPOA, alors la menace était réelle et la nécessité d'agir était légitime. De l'autre côté, elle dit que 23 jours de bombardement n'ont pas détruit ces missiles à longue portée puisqu'ils ont été tirés le week-end précédent. Un programme nucléaire et balistique qui peut encore tirer des missiles à 4000 km après 23 jours de frappe intensive est un programme qui n'a pas été neutralisé. Et un programme qui n'a pas été neutralisé après 23 jours de la plus grande campagne aérienne américaine depuis des décennies pose une question sur ce que les 72 prochaines heures, ou les 6 prochaines semaines, ou les 6 prochains mois peuvent raisonnablement espérer accomplir de différents. L'Iran a choisi de révéler ses missiles à 4000 km en les tirant vers Diego Garcia. Ce choix de cible n'est pas anodin. Diego Garcia est la base depuis laquelle les B-52 décollent pour bombarder l'Iran. C'est le cœur logistique américain de cette guerre dans l'océan Indien. En tirant vers Diego Garcia, l'Iran dit 2 choses. Premièrement, nous pouvons atteindre les bases depuis lesquelles vous nous bombardez, même dans l'océan Indien. Deuxièmement, les missiles que vous pensiez être limités à 2000 km peuvent aller beaucoup plus loin. C'est une démonstration de capacité choisie pour son effet psychologique sur Washington, pas pour ses effets militaires immédiats, puisque les missiles n'ont pas atteint leur cible. Mais dans la guerre de la dissuasion et de la démonstration stratégique, la preuve de la portée vaut parfois autant que l'impact lui-même. La question de la désalinisation soulevée par le correspondant de Fox News quand il parlait de la vulnérabilité des pays du Golfe mérite d'être développée parce qu'elle illustre avec une cruauté particulière le niveau d'escalade potentiel encore disponible à l'Iran. Les pays du Golfe, dont le sous-sol est un des plus riches de la planète en hydrocarbures, mais dont la géographie est parmi les plus arides du monde, dépendent pour leur eau potable à des proportions qui atteignent parfois 70 à 90% de leur consommation quotidienne des usines de dessalement. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar ont construit des réseaux hydriques qui sont technologiquement impressionnants, mais qui sont, par leur nature même, vulnérables à une frappe ciblée. Une usine de dessalement ne peut pas être délocalisée. Elle ne peut pas être cachée. Et si elle est détruite, la population qui en dépend se retrouve sans eau potable dans un environnement où la température peut dépasser 50 degrés en été. Frapper les usines de dessalement des pays du Golfe serait une décision d'une brutalité sans précédent dans ce conflit. Mais l'Iran a averti que tout était sur la table si ses propres infrastructures critiques étaient détruites. Voilà où en est cette guerre au 23e jour. L'ultimatum de Trump expire dans moins de 48 heures. Les centrales électriques iraniennes sont dans le viseur américain. Les installations de dessalement du Golfe sont dans le viseur iranien.
Le Brent oscille autour de 110 $. Les marchés price 5% d'inflation américaine sur 12 mois. Le Gerald Ford est en route vers la Crète. Le George Bush approche de Gibraltar. L'USS Tripoli avec ses Marines converge vers le Golfe. La Russie continue de fournir des renseignements à l'Iran contre la promesse de concession sur l'Ukraine. La Chine reçoit du pétrole iranien en yuan. Et à Arad, dans le Negev, les familles israéliennes commencent à déblayer leurs appartements éventrés pendant que les missiles iraniens du lendemain sont déjà en préparation quelque part sous les montagnes de l'Iran central. Cette guerre a commencé comme une excursion. Elle est maintenant une question existentielle pour plusieurs régions du monde simultanément. Et personne, ni à Washington, ni à Tel Aviv, ni à Téhéran, ni à Moscou, ni à Bruxelles, ne sait encore comment elle se termine. Note finale. Cette guerre a commencé le 28 février avec un discours de 8 minutes sur une chaîne américaine. Elle se poursuit au 23e jour avec un tweet de 48 heures et des missiles qui frappent à 15 km du réacteur nucléaire le plus secret du monde. La distance entre ces deux moments dit tout ce qu'il y a à savoir sur ce que l'arrogance produit quand elle rencontre la résistance. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 23 jours, plus de 100 blessés à Arad, un missile à 15 km de Dimona. Trump ouvre Hormuz en 48 heures où je détruis tes centrales électriques. L'Iran, les conséquences concerneront le monde entier. Et des missiles iraniens capables d'atteindre Paris, Berlin, Rome, que personne ne savait exister. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. Un clic. Tu ne rates plus rien. Cette guerre change de dimension toutes les 24 heures. Si l'envie te vient de soutenir ce travail, c'est possible. Chaque soutien permet d'aller plus loin, plus vite, avec plus de sources. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires, tu penses que Trump va vraiment frapper les centrales électriques iraniennes? Et s'il le fait, qu'est-ce que l'Iran va faire en retour? Dis-moi ce que tu penses. Je lis tout. À très bientôt. La suite arrive.